camping. Il faut Véronique t'as pas vu. Ah non, il n'y a rien. On va être guidé donc, par Guy qui sera le pilote. Alors les cours d'eau ici que vous avez à votre droite, c'est ce qu'on appelle des watergangs. Alors les watergangs en fait c'est des rivières privées. Donc ça appartient aux propriétaires qui ont les parcelles que vous voyez ici à droite. Donc des fois c'est mitoyen, des fois c'est purement privatif. Donc bien sûr, c'est aux propriétaires de les entretenir, de les nettoyer, de les curer, etc. Je vous montrerai plus tard dans la visite ce que ça donne un watergang justement qui n'a pas été entretenu. Alors des watergangs dans le marais, il y en a à peu près 500 km. Alors nous, on va se cantonner au deuxième type de rivière qui existe dans le marais Audomarois, les rivières publiques, qu'on appelle des wateringues. Donc des wateringues, il y en a à peu près 170 km. Donc nous, on va faire à peu près 8 km et qui donne aujourd'hui ce paysage singulier. Alors en fait, avant le 7e siècle, il y avait par contre un marécage, qui lui était évidemment tout à fait naturel, qui faisait 15 km de long sur 5 km de large. Et il y a deux personnages qui l'ont exploité au cours des siècles, deux personnages très importants, et qui ont façonné le marais Audomarois dans ces rivières et dans cette diversité. Alors le deuxième personnage important, et c'est les rivières qu'on voit encore aujourd'hui, c'est les rivières qui ont été créées sous l'ordre de Louis XIV. En fait, Louis XIV, si vous voulez, il a repris les régions espagnoles en 1667, et lui aussi il a revu le marais, donc cette fois-ci par contre dans une idée plus productive. Très rapidement dans le marais, on s'est rendu compte qu'ici tout ce qu'on plantait ça poussait extrêmement bien, parce que le sol c'est de la tourbe. Et donc Louis XIV et plutôt ses conseillers se sont dit pourquoi pas exploiter davantage la région et exporter les légumes au nord du royaume, si vous voulez. Donc on a créé des rivières pour l'irrigation des champs, et puis aussi pour le passage des bateaux, donc pour ramasser plus facilement les légumes. Et donc les rivières aujourd'hui du marais, elles datent à peu près de cette époque-là, hein, les rivières qu'on voit aujourd'hui. Poser des questions, hein, j'essaierai d'y répondre. Hein. Donc toutes les terres qu'on voit ici, ça a été gagné sur le marais. Voilà, en fait on a creusé des rivières, et l'extraction de cette terre, pour creuser les rivières, ça a donné des parcelles. Donc des parcelles évidemment de plus en moins hautes en fonction des rivières qui sont affluentes, enfin en tout cas inhérentes le long des parcelles. Alors je vous le dis, l'avantage de la source c'est que c'est une terre très riche, l'inconvénient en fait c'est pour construire les maisons, parce que forcément c'est un terrain très meuble. Donc vous allez voir que dans le marais, les maisons c'est en général de plein pied pour les plus anciennes, et maximum un étage pour les constructions les plus récentes. Donc le sol c'est à peu près 15 à 20 mètres de tourbe. Donc en fait on enfonce pour faire les fondations, on enfonce des pions en chaîne dans le sol. Des pilotis en fait. Voilà, un peu comme des pilotis, sauf qu'en fait on ne voit pas les structures, à 15-20 mètres de fond pour trouver un autre sol. Donc en général de la craie ou alors du limon, de l'argile. Parce qu'on est dans une vallée, en fait on est entre deux coteaux, plutôt crayeux du côté de Boulogne et plutôt argileux du côté des Flandres. Alors les maisons c'est pas nécessairement en bateau. Il y en a quelques-unes qui sont en effet en bateau. Alors la maison qui était ici à droite par exemple c'est le cas. Hein. Elle est accessible que par l'eau. Celle qui est en location en effet. On repassera devant tout à l'heure. Mais il y a aussi des maisons qui ont accès à la route. Ah oui. Alors ça c'est depuis surtout les années 70. En fait dans les années 70 on a commencé à faire un remembrement. On a créé des routes, des ponts. Par exemple ces ponts-là datent des années 70. Et donc il y a des maisons qui pendant la visite vous allez voir qui ont accès à la route et qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans. Autrement, sinon, pour ces maisons-là, qui n'ont pas accès à la route, ça se fait par bateau, en effet. Alors quand il n'y a que la rivière à traverser, on utilise un bac à chaîne. En fait, c'est une barque, il y a une chaîne et donc on tire pour traverser la rivière. Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont tellement loin, entre guillemets, de la première terre, qu'il faut 10 minutes à 15 minutes de bateau. Hein. Donc aujourd'hui, on a le dernier facteur de France hein, pour ces maisons-là qui sont isolées. Oui. Donc il va principalement dans le marais ouest. En fait, le marais ouest, c'est le marais à l'opposé de là où on se trouve, qui est un peu plus urbain. Et donc évidemment, les boîtes aux lettres sont tournées le long de la rivière, et il fait 10 à 15 km. Et il y a combien de résidents à l'année vraiment Alors il y a à peu près 3000 résidents à l'année dans le marais Audomarois. Et donc ça, c'est aussi le terrain propice après pour les chasseurs pour tirer la bécassine. Ah ouais. Et il
n'y a pas de plantes qui ont envahi nuisibles. Parce que je sais que nous, sur le canal de Roubaix, il y a des plantes tout au bord qui ont envahi, les fameuses plantes qui colonisent trop les bords et qui empêchent l'autre flore de croître. Exact. Alors il y a les roseaux qui posent quand même pas mal de problèmes. Et puis vous avez aussi les chardons, donc on est obligé de les couper régulièrement. Et donc en général, pour entretenir les parcelles et avoir encore une fois un maximum de biodiversité, on met des moutons qui viennent entre guillemets manger tout ce qu'il y a sur les parcelles. Et donc ça permet par exemple à des espèces comme les orchidées sauvages donc de pousser ici dans le marais. Donc il y a des espèces nuisibles en effet. Donc vous avez le rat musqué, on va y revenir tout à l'heure. Après vous avez surtout pas mal de plantes aquatiques qui sont nuisibles. Donc par exemple l'élodie du Canada, vous avez aussi donc l'écrevisse américaine par exemple. Ah oui. L'écrevisse américaine, des tortues de Floride qui ont été relâchées par des propriétaires. J'ai envie de dormir. J'ai l'impression qu'il serait plein d'eau. Vous reconnaissez le cri des oiseaux, Pierre? Celui-là en l'occurrence, celui-là non. Celui-là non, en l'occurrence non. Quoi? Ça recoule. Par contre, il y a un passon des arbres qu'on entend au fond. Là. Ça fait titi titi titi. Voilà, celui-là qu'on vient d'entendre à gauche. Ah oui, j'entends donc. En fait, on laisse les racines des chicorées dans le sol, on vient mettre une tôle ovale dessus, une chaudière amovible et de la paille. Voilà. J'ai déjà vu. Et donc c'est aussi ce système-là qui existe, bon, de moins en moins quand même. En fait, les maraîchers ici sont quand même soumis à de nombreuses pressions. Il y a à peu près, il y a plus de 50 ans, il y avait 100 familles, aujourd'hui il n'y en a plus que 37 de maraîchers. Donc il y a eu évidemment un phénomène de concentration économique, c'est-à-dire que les maraîchers aujourd'hui ont des terres de plus en plus grandes. Alors des pressions qui viennent de la part donc, des prédateurs, le rat musqué par exemple, qui vient creuser des galeries dans les berges, c'est des trous que vous voyez en permanence pendant la visite. Donc il vient creuser les trous, et donc il y a de temps en temps des tracteurs qui tombent à l'eau d'une part, mais aussi il vient manger les pousses de chou-fleur d'autre part. Donc ici, on parlait des nuisibles tout à l'heure, des nuisibles, le rat musqué il figure en tête de liste des nuisibles dans le marais. Là il y avait un petit fossé. Ah ouais, ici il y en a plein, ouais. Pas de rat musqué, ouais. Alors deuxième prédateur, le cygne, qui vient manger les pousses de chou-fleur, mais qui aussi en se posant simplement sur les champs, vient écraser les plants. Alors c'est une espèce protégée, donc ils ont évidemment plus le droit de les abattre, et ils sont plus indemnisés par les assurances. Donc autant vous dire que c'est quand même assez tendu entre les maraîchers et les cygnes. Et enfin la troisième raison, c'est que vous voyez les champs qui sont ici à droite très productifs par la tourbe, mais l'inconvénient c'est qu'en fait les parcelles sont assez petites. Donc on est quand même sur des rendements assez faibles. Et c'est plutôt une production locale? Oui, Nord-Pas-de-Calais, quoi. Local, mais aussi Nord-Pas-de-Calais, en Oui, général. enfin je veux dire mais c'est quand régional. même, voilà, régional, en effet. Assez local quand même, ouais. Donc quand vous mettez 10 minutes en tracteur pour cultiver une parcelle qui fait 2-3 hectares, forcément, c'est moins rentable que de cultiver une parcelle qui fait directement 15, 20, 30 hectares. Alors surtout, vous avez vu, les tracteurs ici, ils sont assez petits. Donc on n'a pas de la mécanisation intensive. Et pour vous donner une autre image, la récolte des choux-fleurs, ça se fait toujours à la main. Donc c'est quand même assez étonnant quand on sait aujourd'hui l'hyper-mécanisation qui existe dans les champs. Donc quand vous avez évidemment on emploie des saisonniers pour découper les choux-fleurs à la main, mais bon, c'est quand même assez encore traditionnel. Donc tout ça, ça cause des pressions sur les maraîchers. Alors on va à nouveau retraverser l'A1. Donc la A c'est canalisé sur 40 km là où se jette la A, en aval. Donc Gravelines, ça à peu près de Dunkerque. Ça sera nucléaire.
Donc ici, évidemment, il y a des grosses péniches, gros trafic fluvial. En général, il y a des péniches de 110 mètres de long pour 1500 tonnes. C'est le canal? C'est un canal aussi. Et donc, évidemment, le trafic fluvial, en fait, c'est en plein essor parce que les entreprises veulent réduire leurs coûts. Donc, c'est un transport très long, mais en même temps extrêmement rentable. Donc, ils concentrent, en fait, ils groupent leurs achats pour bénéficier d'économies d'échelle, en réalité. Ils sont en coopérative ou des choses comme ça. Oui, alors, ça ne fonctionne pas sous le terme de coopérative, mais c'est des contrats, en fait, interentreprises. D'accord. Mais c'est le même système. Et vous fonctionnez toute l'année ou vous avez une... L'hiver, vous ne fonctionnez pas ou... Non, alors l'hiver, en général, il y a très peu d'activités. Bah oui, j'imagine. Bah, surtout, par exemple, quand il y a de la glace, ça, forcément, c'est fini. Puis, bon, évidemment, nettement moins de visiteurs. Donc l'hiver, c'est un peu... il n'y a pas très peu de vie. Par contre, en avril, ça commence à bien repartir. Puis après, jusque septembre, octobre. Hein. Avec des clientèles, évidemment, différentes en fonction de cette période. Là, on est sur le mois de juin, donc on est déjà sur les voyages un peu scolaires. C'est 6 mois par an, quoi, en gros. Voilà, 6 mois par an, c'est vraiment le grand essor. Alors en parlant du tourisme dans le Marais, c'est évidemment de plus en plus attractif. Autrefois, il n'y avait quasiment pas de tourisme, aujourd'hui c'est de plus en plus. Il y a à peu près 150 000 visiteurs à l'année quand même, hein, aujourd'hui.